Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma pince de courant. Donc on a déjà eu l'occasion de l'utiliser dans la vidéo précédente qui était consacrée au MOSFET. Mais disons que cette vidéo sera particulièrement adressée à l'usage de la pince de courant. Donc qu'est-ce que c'est qu'une pince de courant? Qu'est-ce que ça permet de faire? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont ses possibilités? D'autre part, j'aimerais vous remercier pour tous les sympathiques commentaires que vous avez laissés suite à la vidéo précédente consacrée au MOSFET. J'étais vraiment étonné d'avoir un tel retour de votre part et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc d'ici à ce que je vous lise vos commentaires ou vos questions, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors voyons tout d'abord en quoi consiste cet appareil. Eh bien, il s'agit d'une part d'une pince avec laquelle vous allez pouvoir effectuer une mesure autour d'un fil. Alors vous avez ici un petit verrou qui va ouvrir le capteur à effet Hall, donc vous avez toute la partie supérieure qui coulisse et qui va vous libérer une rainure dans laquelle vous pouvez faire passer un fil de maximum 5 mm. Ensuite vous devez refermer le verrou et le verrouiller. Et la deuxième partie, c'est cette petite boîte qui va se connecter à l'oscilloscope. Alors sur cette petite boîte, vous avez deux boutons, un bouton Range qui va vous permettre de choisir le calibre 5 A ou 30 A. Et vous avez ici deux petites lettres qui s'éclaireront en fonction du calibre que vous avez choisi. Et aussi en cas de surcharge, donc si vous avez mesuré un courant plus important que le calibre que vous avez choisi, cette petite lettre va clignoter. Alors vous avez un deuxième bouton qui s'appelle 0. Alors ce bouton 0, il a deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire un dégaussage de la pince. Et le deuxième rôle, c'est de faire une calibration. Alors qu'est-ce que c'est que le dégaussage? Eh bien, il faut savoir que lorsque votre petit capteur magnétique, le capteur à effet Hall qui est ici devant, est soumis à un champ magnétique important, ou bien si par exemple votre pince est restée sur un fil dans lequel il passe beaucoup de courant pendant un temps relativement long, il est possible qu'il y ait un peu de magnétisme rémanent qui reste dans le capteur. Et le dégaussage, justement, il va supprimer ce magnétisme rémanent. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un dégaussage? Soit après une surcharge, donc si vous avez mesuré un courant plus important que le calibre sur lequel vous vous étiez positionné, ou soit lorsque le probe a été soumis à un champ magnétique important. Dans les deux cas, je vous conseille de faire un dégaussage. Et alors pour faire ce dégaussage, il faut laisser chauffer l'appareil pendant 15 à 20 minutes. Et alors il faut fermer le verrou, mais en dehors du fil sur lequel vous voulez effectuer la mesure. Donc il ne peut rien avoir dans le capteur lorsque vous allez faire le dégaussage. Voyons maintenant les caractéristiques de l'appareil. Alors tout d'abord, moi j'ai choisi le CP503B. Donc c'est une pince qui peut mesurer des courants à partir du courant continu jusqu'à 50 mégas. Vous avez une version aussi 100 mégas, mais ce n'est pas le même prix. Alors le temps de montée est inférieur à 7 nanosecondes. Vous avez deux calibres, 5 et 30 ampères. Alors les courants maximum que vous pouvez mesurer avec cette pince, ce seront 50 ampères en pic, 100 ampères en pic-to-pic ou 30 ampères en RMS. Bien entendu, ça c'est sur le calibre 30 ampères. La précision du probe, sur le calibre 5 ampères, c'est surtout celui-là que les électroniciens vont utiliser, sauf peut-être pour les alimes à découpe. Cela de l'ordre de 1%, plus ou moins 1 mA. Alors 1 mA, c'est la valeur la plus faible que le probe est capable de mesurer. Le bruit est donné pour être inférieur à 4 mA pic-to-pic. Et le délai, donc temps de montée et temps de descente, inférieur à 6,5 nanosecondes sur le calibre 5 ampères et 8,5 sur le calibre 30 ampères. La sensibilité, donc c'est la manière dont vous devrez régler votre scope, donc ça correspond au x1, x10 des probes de tension. Ce sera 1 volt par ampère pour le calibre 5 ampères et 1 volt par 10 ampères pour le calibre 30 ampères. Les alarmes d'overcurrent sont réglées à 5 ampères pic pour le calibre 5 ampères et 50 ampères pic pour le 30 ampères. Et l'alimentation du probe s'effectue en 12 volts. Et le diamètre maximum du fil que vous pouvez introduire dans le capteur à effet Hall est de 5 mm. Alors il donne aussi quelques précautions à prendre lorsque vous utilisez le probe.
La première chose, c'est que lorsque vous avez introduit le fil dans le capteur, vous devez refermer le capteur à effet Hall et le verrouiller. Et alors, il vous demande aussi de ne pas mettre vos doigts dans la zone qui est pointillée ici, donc de mettre vos doigts à l'extérieur. Ils disent aussi que pour avoir une polarité correcte, lorsque vous allez mesurer un courant continu, donc le courant devra circuler dans le sens de la petite flèche qui est marquée sur le probe, de manière à ne pas inverser la mesure. Petite parenthèse à propos du fournisseur Eleshop. Donc je vous ai déjà présenté ce fournisseur lors de la vidéo qui présente mon nouvel oscilloscope, donc EP37. Je vous avais dit dans cette vidéo que j'avais choisi ce fournisseur pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est là que j'ai trouvé les prix les plus intéressants, et ensuite pour une question de qualité de service. Alors bien entendu, si vous n'avez pas besoin d'une pince de courant qui monte aussi haut en fréquence, vous pouvez très bien trouver sur leur webshop, et vous trouverez donc ces liens dans la description de la vidéo, différentes pinces de courant à des prix beaucoup plus abordables, mais évidemment avec des bandes passantes beaucoup plus étroites. Alors comment utiliser une pince de courant, donc une pince pour mesurer le courant, et aussi quels sont ses avantages par rapport au système traditionnel du shunt? Eh bien tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun contact électrique entre le fil sur lequel je vais mesurer le courant et le système qui mesure. Donc il n'y a pas de contact électrique, c'est simplement un contact électromagnétique. Le petit capteur qui est là au bout est un capteur à effet Hall. Donc l'avantage d'un capteur à effet Hall par rapport à un capteur magnétique, un transformateur de courant, c'est que le capteur à effet Hall permet de mesurer le courant alternatif et le courant continu, alors que les transformateurs de courant ne peuvent mesurer que le courant alternatif. Alors le principe d'utilisation, donc vous avez ici un petit verrou, vous ouvrez le capteur, vous passez le fil sur lequel vous devez mesurer le courant, vous verrouillez le capteur et vous avez votre mesure qui apparaît sur l'oscilloscope. Alors sur l'oscilloscope, j'ai branché la sonde de courant sur le canal numéro 3 en bleu. Voyons comment j'ai réglé mon ampli vertical du canal numéro 3. Tout d'abord, j'ai sélectionné une mesure de courant plutôt qu'une mesure de tension. Et au niveau de l'atténuation du probe, j'ai sélectionné 1 volt par ampère, puisqu'on a vu dans les caractéristiques de l'appareil que sur le calibre 5 ampères, il délivre 1 volt par ampère. Et on a maintenant la possibilité, directement à l'écran du scope, de lire le courant qui est mesuré par la sonde. Alors voici le petit setup pour la première expérience. Donc j'ai tout d'abord ici un petit PWM qui est alimenté par une alimentation à courant continu. Et la tension d'alimentation va varier entre 10 et 20 volts. Ensuite, j'ai une charge résistive qui est sur la sortie de mon PWM. En parallèle sur la charge, j'ai branché un probe de tension qui va sur le canal 1 de l'oscilloscope. Et sur le fil qui part vers la charge, j'ai mis la pince de courant qui va au canal numéro 3 de l'oscilloscope. Ce que je vous propose de faire dans cette expérience, c'est tout d'abord de faire varier la largeur de l'impulsion du PWM et voir ce qui se passe sur le courant. Et ensuite faire varier l'amplitude de la tension de sortie du PWM, donc par exemple entre 10 volts et 15 volts, et voir ce qui se passe sur le courant. Alors remarquez qu'ici en bas vous avez la mesure de la tension, on est à peu près à 10 volts, et en bleu vous avez la mesure du courant, on est aux alentours d'1 ampère. Alors tout d'abord je vais faire varier la largeur de l'impulsion. On voit que le courant reste constant et la tension aussi, mais par contre, l'impulsion de courant suit la largeur de l'impulsion du PWM. Alors maintenant, je vais faire varier la tension d'alimentation du PWM. Donc là, je suis à 10 volts. Je passe à 11, 12, 13, 14, 15. Et on voit que non seulement la tension est passée de 10 à 15 volts, mais on voit que le courant a suivi dans les mêmes proportions, donc maintenant le courant est à 1 ampère et demi. Une chose intéressante que vous pouvez faire avec votre oscillo s'il est équipé de la fonction, c'est la fonction loop. Donc vous avez la possibilité de déplacer une petite fenêtre sur votre signal, et vous avez en dessous, donc dans la partie inférieure, la même image, mais qui est étendue dans le temps, donc qui est grossie, si vous voulez. C'est comme si vous regardiez votre signal avec une loupe.
Vous pouvez déplacer cette loupe tout le long de votre signal et par exemple voir ici ce qui se passe au niveau des flammes descentes. Donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus de détails sur une petite partie de votre signal. Mais encore une fois, il faut que votre oscilloscope soit équipé de la fonction. Voici le setup de notre seconde expérience. On a un transformateur qui sort 15 ou 16 volts RMS, alternative 50 Hz, qu'on envoie sur 2 résistances de charge à travers un condensateur de 1 microfarad. Alors si vous vous souvenez, dans la vidéo EP16 relative au circuit LC, on avait vu que dans un condensateur, le courant est 90 degrés en avance, donc est déphasé de 90 degrés en avance par rapport à la tension. Eh bien, vérifions tout ça. Alors voici donc les deux signaux sur l'oscilloscope. En jaune, on a la tension qui est mesurée aux bornes du condensateur, et on voit qu'on mesure 16 volts RMS. Et en bleu, on a le courant qui est mesuré par la pince de courant aux bornes du condensateur. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a effectivement un déphasage entre le courant et la tension, et le courant est bien en avance de 90 degrés par rapport à la tension. Donc j'ai mesuré ici avec les curseurs le décalage entre le maximum courant et le maximum tension, et j'obtiens 5 millisecondes. Alors, on sait que la période du 50 Hz, c'est 20 millisecondes, donc 5 millisecondes par rapport à 20 millisecondes, ça fait un quart, et un quart de 360 degrés, c'est bien 90 degrés. De plus, je demande à l'oscillo de mesurer le déphasage entre le canal 1 et le canal 3, et il me dit bien que j'ai entre 89 et 90 degrés. Une mesure qui est très importante à faire avec tous les appareils de mesure, c'est la mesure de bruit. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'appareil va vous donner comme mesure quand vous ne mettez pas de signal. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fermé la pince, je l'ai dégossée, mais il n'y a pas de fil qui passe dans la petite fente. Donc, ce que la pince me donne comme mesure, ici, c'est uniquement du bruit. Alors, on voit que je mesure 3,03 mA. Alors que les spécifications du constructeur me disent que sur le calibre 5 A, le bruit est inférieur à 4 mA. Donc je suis parfaitement dans les spécifications. Alors maintenant j'effectue la même mesure mais sur le calibre 30 A. Alors bien entendu, entre-temps, j'ai changé aussi l'atténuation du probe. Donc je suis passé à 0,1 volts par ampère, comme c'est défini dans les spécifications. Et je vois que si j'effectue de nouveau une mesure de bruit, donc il n'y a toujours pas de signal dans la pince, je fais une mesure de l'ordre de 18 mA, grosso modo. Alors que les spécifications me disent que le bruit sur le calibre 30 A doit être inférieur à 30 mA. Donc je suis très largement dans les spécifications du fabricant. Alors lorsque vous effectuez une mesure de bruit, il y a quand même quelques précautions que vous devez prendre. Comme je vous ai dit, cet appareil fonctionne avec un capteur à effet Hall, mais un capteur qui est aussi magnétique. Donc si vous mettez la sonde dans un champ magnétique, regardez ce qui se passe, je vais approcher la sonde simplement de mon transformateur. Et on voit que le niveau de bruit est beaucoup plus important que ce qu'on a mesuré précédemment. Je sors la sonde de la zone d'influence du transformateur et le niveau de bruit redevient tout à fait correct. Donc faites très attention à votre environnement de travail lorsque vous utilisez ce genre d'appareil. Voilà, ainsi s'achève cette présentation de ma nouvelle pince de courant. Alors dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens qui pointent vers d'une part le fournisseur de cet appareil ainsi que leur webshop sur lequel vous trouverez tout un tas d'autres pinces de courant avec des bandes passantes plus larges ou plus étroites que celle-ci. En attendant de lire vos commentaires ou vos remarques, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.